La mission du 11 septembre a échoué à sa seule mission, celle d'expliquer comment et pourquoi ce drame s'est réellement produit. Elle a menti, c'est un fait, mais elle a atteint un autre objectif. Bush est en train de gagner! Elle a protégé l'administration Bush, qui a remporté une victoire écrasante lors de sa réélection en 2004. Elle a aussi servi de base pour transformer radicalement notre pays et notre mode de vie aux États-Unis. Les 70 dernières pages du rapport sur le 11 septembre détaillent une longue liste de réformes. Ces soi-disant réformes ont radicalement étendu le pouvoir des agences, même qui n'ont pas réussi à protéger les États-Unis des attentats terroristes. Avec ma signature, cette loi donnera aux responsables du renseignement et des forces de l'ordre de nouveaux outils importants pour combattre un danger actuel. Certains de ces changements, comme le Patriot Act, ont été adoptés avant même que la Commission ne publie son rapport. Nous n'avions pas besoin de nouvelles lois pour autoriser les écoutes téléphoniques et la surveillance car dans tous les canaux du FBI, de la CIA, de la NSA, de la DIA, nous avions toutes les informations nécessaires pour arrêter les terroristes. Kristen Breitweiser est avocate. C'est une veuve du 11 septembre qui a passé des décennies à exiger des comptes sur le 11 septembre. Les attentats auraient dû et pu être évités à 100%. Le gouvernement américain avait tout ce qu'il fallait pour arrêter les attentats, mais il n'a pas agi. Pourtant, au lieu de blâmer les agences pour leurs échecs, le Congrès a donné à l'État profond le pouvoir d'accéder à vos dossiers professionnels, y compris registres de bibliothèques et de librairies, avec un contrôle judiciaire minime ou inexistant, comme si vous aviez fait quelque chose de mal. Il a autorisé les écoutes itinérantes de plusieurs téléphones sensibles. Il a autorisé des perquisitions anticonstitutionnelles de domiciles et entreprises sans notification. Il a créé les lettres de sécurité nationale permettant au FBI d'obtenir des dossiers personnels sans approbation judiciaire et d'émettre des ordonnances de non-divulgation pour empêcher toute révélation de leurs actions. On pratiquait déjà les écoutes et la surveillance sans problème avant le Patriot Act. Donc, les attentats auraient pu être évités à 100%. Nous avions toutes les informations nécessaires pour les arrêter. Nous avions identifié les pirates, savions où ils allaient et ce qu'ils préparaient. Nous savions que le Patriot Act, les mandats FISA n'étaient pas nécessaires car nous avions déjà toutes les informations avant le 11 septembre pour arrêter les attentats. En 2007, la National Security Agency a créé le programme PRISM, qui effectuait une surveillance sans mandat de vos appels téléphoniques, de vos emails et de votre activité sur Internet. Une grande partie de cette surveillance était menée sur des citoyens américains qui n'avaient rien fait. Je m'appelle John Kiriakou, K-I-R-I-A-K-O-U. Je suis un ancien agent de l'antiterrorisme de la CIA, ancien chef du contre-espionnage à Alex Station, et j'étais au centre antiterroriste de la CIA le 11 septembre. Dans les quelques qui ont suivi les attentats, avec le recul, c'est beaucoup plus clair. La CIA est passée d'un service de renseignement dont le travail consistait à recruter des espions pour voler des secrets, puis à analyser ces secrets pour que les décideurs politiques puissent élaborer la meilleure politique possible, à une organisation paramilitaire dont la mission était de capturer et ou de tuer quiconque pouvait représenter une menace pour les États-Unis. En janvier 2002, je suis allé au Pakistan comme chef des opérations antiterroristes de la CIA. Je n'ai reçu aucun ordre précis. Dès mon premier jour, j'ai demandé au chef de poste « Que voulez-vous que je fasse ?» Il a répondu « Élaborer un plan pour démanteler une planque terroriste. » Je suis retourné à mon bureau avec un bloc-notes et je me suis dit « Bon, qu'est-ce que je ferais pour démanteler une planque de terroristes ?» Et j'ai écrit en haut de la page 0200 parce que je voulais qu'il fasse nuit. Puis j'ai pensé bon, le 11 septembre est toujours une enquête criminelle en cours, donc je devrais inviter le FBI et je devrais inviter les services de renseignement pakistanais parce que, après tout, c'est leur pays. J'ai estimé qu'il me faudrait des béliers, des armes, des munitions, des talkies-walkies, une antenne satellite, des communications cryptées, toutes sortes de choses que j'ai commandées avec ma carte de crédit de la CIA. Tout est arrivé quelques jours plus tard au Pakistan. Mais l'idée, c'était de prendre le bélier, d'enfoncer la porte, d'attraper tout le monde à l'intérieur et de les enfermer dans la prison locale la plus proche. Et c'est ce qu'on a commencé à faire. Lors de notre première opération, on a trouvé 2 adolescents tunisiens âgés de 18 ou 19 ans. Ils ont tous les deux fondu en larmes. L'un a demandé s'il pouvait appeler sa mère et c'était presque désarmant. C'était choquant de se dire que c'était ça, le redoutable Al-Qaïda dont nous avions si peur.
Puis on a commencé à en faire plus, passant d'1 par semaine à 2 par semaine, puis 3 par semaine. Parfois, on en faisait 2 dans la même nuit. Et on a commencé à capturer des gens de plus en plus importants, des membres du djihad islamique égyptien par exemple, des membres de groupes extrémistes ouzbeks. Et donc on les emmenait simplement à la prison de Rawalpindi, dans la ville voisine. On en est arrivé au point où on a carrément rempli la prison de Rawalpindi. Il n'y avait plus de place pour y faire entrer un seul combattant d'Al-Qaïda de plus. Mon homologue pakistanais est venu me dire « Écoute, la prison est pleine, tu dois faire sortir ces types. » Ne sachant quoi faire, j'ai appelé le siège de la CIA. J'ai dit « Les Pakistanais veulent que ces types, ces coins d'Al-Qaïda sortent, non? Qu'est-ce que je fais d'eux? » Et on m'a dit de les mettre dans un avion de transport et de les envoyer à Guantanamo. J'ai dit « Guantanamo? Cuba? Pourquoi est-ce qu'on les enverrait à Cuba? » Et mon collègue à Washington a dit « Eh bien, on a trouvé un plan. » Le plan était de détenir des centaines, dont des Américains, sans inculpation ni procès. C'était un plan complexe et à plusieurs volets, détenir des prisonniers pour une durée indéterminée, soumettre certains à la torture, ce qu'ils appelaient alors des techniques d'interrogatoire, pousser ou renforcer, et pour d'autres, organiser des transferts ou des restitutions extraordinaires. Les choses changent aussi ici, en Amérique. La commission du 11 septembre a recommandé la création d'un nouveau super-espion, le directeur du renseignement national, et de le placer à la Maison-Blanche. Ils ont étendu la TSA, humiliant des millions de voyageurs innocents avec scanner corporel, palpation, contrôle de bagages et fouilles anticonstitutionnelles à chaque entrée d'aéroport. Ces changements devaient assurer la sécurité de l'Amérique. Mais la plupart des renseignements des détenus ont été obtenus par torture illégale, justifiée par une note du ministère de la Justice de 2002, autorisant supplice de la baignoire, position de stress, privation de sommeil et confinement en espace réduit pour interrogatoire. Voyez les choses comme ça. En 1946, nous avons exécuté des soldats japonais ayant pratiqué le supplice de la baignoire sur des prisonniers de guerre américains. N'est-ce pas? C'était un crime passible de la peine de mort. En janvier 1968, le Washington Post a publié en première page la photo d'un soldat américain pratiquant le supplice de la baignoire sur un prisonnier nord-vietnamien. Le matin de la publication de cette photo, le secrétaire à la Défense, Robert S. McNamara, a ordonné une enquête. Le soldat a été arrêté. Il a été accusé de torture. Il a été reconnu coupable et condamné à 20 ans de travaux forcés à Fort Leavenworth, une peine sévère et juste. La loi n'a jamais changé, mais d'une manière ou d'une autre, en 2002, comme par magie, les avocats de l'administration de George W. Bush au ministère de la Justice, à la CIA et au Conseil de sécurité nationale ont décidé que nous n'avions pas à prêter attention à cette loi. Et parce que nous étions les gentils, nous pouvions faire ce que nous voulions. C'est ainsi que le programme de torture est né. La CIA a mis en place des sites noirs secrets pour la torture dans le monde entier. Il y avait des sites en Afghanistan, Pologne, Roumanie, Thaïlande et de nombreux autres pays. Beaucoup de ces endroits étaient si secrets que les présidents et les premiers ministres des pays où ils se trouvaient n'avaient aucune idée qu'il y avait une prison secrète de la CIA dans leur pays. C'était des accords informels entre George Tenet, le directeur de la CIA, et le directeur en poste du service de renseignement de ces pays. La raison pour laquelle il y en avait tant n'était pas que nous avions tellement de prisonniers, que nous avions besoin de plusieurs sites. C'est que l'information sur l'existence de ces lieux allait forcément fuiter. Si une information fuyait sur la prison A, à ce moment-là, tous les prisonniers avaient été déplacés vers la prison B. La plupart de ce que nous savons sur les plans d'Al-Qaïda pour le 11 septembre a été obtenu par la torture. La partie du rapport de la commission qui concerne le complot, la véritable histoire de la rencontre des pirates de l'air et de la manière dont le plan a été conçu, provient, entre guillemets, de l'interrogatoire de Khalid Sheikh Mohammed et Ramzi bin Al-Shib, qui étaient 2 détenus en garde à vue. Elle était basée sur la torture. Quiconque s'y connaît un peu en torture sait que toute information obtenue par la torture n'est pas fiable, elle n'est pas crédible. La CIA savait pertinemment que les informations qu'elle recueillait n'étaient pas crédibles. Les détenus faisaient de faux aveux sous la pression. Parmi ces détenus se trouvait le cerveau du 11 septembre, Khalid Sheikh Mohammed. Khalid Sheikh Mohammed en est probablement le meilleur exemple.
Il a avoué, par exemple, avoir assassiné Daniel Pearl. Daniel Pearl était un journaliste du Wall Street Journal qui est venu au Pakistan au début de l'année 2002. Il était là pour rencontrer un extrémiste pakistanais avec qui il échangeait des emails depuis environ 6 mois. Il est allé faire l'interview et des mois plus tard, sa tête fut retrouvée dans un terrain vague, son torse de l'autre côté de la ville. Eh bien, nous savons qui a tué Daniel Pearl. L'homme responsable a été arrêté et il a fait des aveux complets. Il a indiqué aux autorités pakistanaises où se trouvait le torse de Daniel Pearl et il a été condamné à la prison à vie. Mais Khalid Sheikh Mohammed, pendant qu'il était torturé par des agents de la CIA, a aussi avoué avoir tué Daniel Pearl. Nous savions qu'il n'avait pas tué Daniel Pearl, mais la torture était si intense qu'il disait à ses enquêteurs, ses interrogateurs de la CIA, tout ce qu'il pensait qu'il voulait entendre, juste pour qu'ils arrêtent de le torturer. Vrai ou faux, nous n'aurons jamais la réponse. Mais, chose remarquable, de nombreux détails du programme de torture de la CIA ne sont toujours pas reconnus publiquement. Ils restent secrets. Le supplice de la baignoire a le plus attiré l'attention des médias. C'est simple, on attache un prisonnier à une planche. Ses pieds et ses jambes sont surélevés par rapport à son visage. Un tissu ou une toile de jute ou quelque chose est mis dans sa bouche pour l'empêcher de se noyer. Et pendant que sa tête est immobilisée, on lui verse de l'eau sur la bouche. Alors, bien sûr, l'eau traverse le tissu et descend dans la gorge et ça donne l'impression de se noyer. Ça provoque la panique. On contracte ses muscles au point que ça en devient douloureux. Et dans le cas d'un prisonnier, Abu Zubaydah, Zain al-Abidin, Mohammad Hussein, il s'est réellement noyé. Son cœur a cessé de battre et il a dû être réanimé par un médecin de la CIA qui lui a fait un massage cardiaque pour qu'il puisse être torturé davantage. Je n'ai jamais pensé que la simulation de noyade était la pire technique. Je pensais qu'il y en avait d'autres pires. Bon, la technique la plus simple était appelée la prise d'attention. On attrape quelqu'un par la chemise et on lui dit « Répondez à mes questions ». Ce n'est pas de la torture. La deuxième était une claque sur le ventre, appelée la claque ventrale. Ça fait un bruit sec. C'est un peu humiliant. Ça laisse une marque de main. Ce n'est probablement pas de la torture. La troisième était une gifle. C'est humiliant, mais encore. Des personnes raisonnables peuvent ne pas s'accorder sur la torture, mais ensuite, ça a empiré. Progressivement. La méthode suivante, appelée le plaquage au mur, consistait à enrouler une serviette autour du cou du prisonnier puis à le projeter violemment et à plusieurs reprises contre un mur en contreplaqué. Le contreplaqué est un matériau légèrement souple et la serviette est censée éviter aux prisonniers le coup du lapin. Mais la CIA n'a jamais utilisé de serviette et le mur était en parpaing. Ils ont causé de tels dommages aux prisonniers que plusieurs ont des lésions cérébrales permanentes, incapables de participer à leur défense. Le ministère de la Justice n'a jamais dit qu'on pouvait fracasser la tête de quelqu'un contre un mur en béton jusqu'à lui réduire le cerveau en bouillie. Mais c'est exactement ce que la CIA a fait. Il y en avait d'autres pires. L'une s'appelait la cellule froide où un prisonnier est mis à nu, enchaîné à un piton au plafond, incapable d'être à l'aise. Il ne peut ni s'asseoir, ni s'agenouiller, ni s'allonger. Il reste debout 24 heures sur 24. La cellule est refroidie à 50 degrés Fahrenheit. Et puis toutes les heures, un agent de la CIA entre dans la cellule et lui jette un seau d'eau glacée dessus. Eh bien, nous avons assassiné des prisonniers avec cette technique. Et encore une fois, le ministère de la Justice n'a jamais dit « N'hésitez pas à assassiner ces gens en les faisant mourir de froid et en leur provoquant une hypothermie ». C'est exactement ce que la CIA a fait. Il y en avait une autre qui était en fait assez controversée, c'était la privation de sommeil. Dans la note de service juridique déclassifiée, où le secrétaire à la défense Donald Rumsfeld a approuvé les techniques de contre-résistance à Gitmo, il a réagi à la privation de sommeil en disant « Je travaille debout à mon bureau 8 à 10 heures par jour. Je m'empare, je trouve sur... Pourquoi limiter la position debout à 4 heures ?» Mais la CIA ne parlait pas de maintenir les gens éveillés à leur bureau pendant 24 heures. Ce qu'il faisait à ces prisonniers, c'était, encore une fois, de les déshabiller, de les enchaîner à un piton à œil au plafond avec des lumières industrielles allumées 24 heures sur 24 et du death metal à fond, à plein volume 24 heures sur 24.
Il devenait fou au bout de quelques jours et commençait tout simplement à mourir. Publiquement, l'administration Bush a nié ces faits. Ils ont menti. Ce gouvernement ne torture absolument pas les gens. J'ai dit à ma femme, qui était aussi un haut fonctionnaire de la CIA, « C'est un menteur éhonté. Il regarde le peuple américain droit dans les yeux et il leur ment. » En octobre 2001, un agent de la CIA, et on ne sait toujours pas après toutes ces années de qui il s'agissait, a présenté 2 psychologues externes, James Mitchell et Bruce Jessen, au directeur de la CIA, et ils lui ont présenté au cours de ce dîner leur idée de technique d'interrogatoire renforcée. Ils ont rédigé une note transmise au personnel des opérations clandestines de la CIA. Ce personnel l'a approuvée et l'a envoyée au bureau du conseiller juridique de la CIA. Le conseiller juridique a aimé l'idée et l'a envoyée au bureau du conseiller juridique du ministère de la Justice. Ils l'ont approuvée bien que la torture ait été spécifiquement interdite. Depuis 1945, ils l'ont approuvée et l'ont envoyée au conseiller juridique du Conseil de sécurité nationale. Après signature, elle est allée à la conseillère à la sécurité nationale Condoleezza Rice. Après l'approbation de Rice, elle est allée au président. Et dès que le président l'a signée, la CIA a commencé à torturer ses prisonniers. À son apogée, la baie de Guantanamo détenait 780 prisonniers. Je me souviens à l'époque de m'être dit, vous savez, ces types sont à Guantanamo depuis longtemps et on n'entend rien sur des procès, une sélection de jurés ou des inculpations fédérales, rien. Et un collègue m'a dit, oh, le vice-président a retoqué ça. C'est le vice-président Dick Cheney qui a décidé ou conclu que à Guantanamo, ces hommes n'avaient aucun droit. À ce jour, presque aucun d'entre eux n'a été inculpé d'un crime. La grande majorité d'entre eux sont innocents. Plus de 80 ou 85% des personnes que nous avions à Guantanamo étaient des innocents qui avaient été attrapés dans ces coups de filet. La plupart d'entre eux étaient des citoyens afghans ou pakistanais qui n'avaient en réalité que de simples et tout à fait banals différends avec leurs voisins. Peut-être que, par exemple, peut-être qu'ils avaient prêté de l'argent à un voisin qui ne voulait pas le rembourser. Alors il appelait les Américains et disait « Mon voisin est d'Al-Qaïda ». L'armée américaine ou la CIA chope le type, le médecin, le met dans un avion pour Guantanamo et personne ne le revoit jamais. Le 10 décembre 2007, John Kiriakou est devenu un lanceur d'alerte. Il a parlé à ABC News des politiques de torture. Dans une interview avec ABC News, j'ai dit que la CIA torturait ses prisonniers, que la torture était la politique officielle du gouvernement américain. Ce n'était pas le fait d'un agent isolé et que la politique avait été personnellement approuvée par le président. Le gouvernement a réagi immédiatement avec méchanceté et férocité. Ils ont traité Kiriakou bien plus durement que l'administration Clinton n'avait jamais traité Oussama Ben Laden. En moins de 24 heures, la CIA a déposé un rapport d'infraction au FBI, disant que j'avais divulgué des informations classifiées aux médias. C'est un crime en vertu de la loi sur l'espionnage. Le FBI a enquêté sur moi de décembre 2007 à décembre 2008. Et en décembre 2008, ils ont envoyé à mes avocats ce qu'on appelle une lettre de refus de poursuite, refusant de me poursuivre. Ils ont dit que la torture était un crime et que nous avons une loi aux États-Unis qui dit qu'on ne peut pas classifier un crime dans le but de cacher l'information au peuple américain. Et donc, je n'ai pas été inculpé. 3 semaines plus tard, Barack Obama est devenu président et il a nommé John Brennan conseiller adjoint à la sécurité nationale pour l'antiterrorisme. John Brennan était l'un des principaux architectes et instigateurs du programme de torture de la CIA. Et il a envoyé une note de service à Eric Holder et disant inculpez-le pour espionnage. Eric Holder a répondu en disant « Mes services ne pensent pas qu'il ait commis d'actes d'espionnage ». Et Brennan a de nouveau écrit à Holder « Inculpez-le quand même et laissez-le se défendre ». Je n'avais aucune idée que mes téléphones étaient sur écoute, que mes emails étaient interceptés ou que des équipes d'agents du FBI me suivaient partout où j'allais pendant les 3 années suivantes. Et finalement, en janvier 2012,
J'ai été arrêté par le FBI et inculpé de 5 crimes, dont 3 chefs d'accusation pour espionnage, ce qui dans de nombreux cas est une accusation passible de la peine de mort. Au final, Kyriakou a été la seule personne de la CIA à aller en prison pour quoi que ce soit lié au 11 septembre. Son crime, avoir dit la vérité sur ce que faisait la CIA. En fait, malgré le rôle jusqu'alors inconnu de la CIA dans le recrutement des pirates de l'air et son obstruction systématique à la commission sur le 11 septembre, la CIA a été, au final, peut-être le plus grand gagnant du 11 septembre. D'une manière perverse, le 11 septembre est l'une des meilleures choses arrivées à la CIA pour plusieurs raisons. Au lendemain du 11 septembre, le directeur de la CIA, Tenet, a proposé une approche novatrice pour éliminer les talibans. Utiliser la CIA. Ça a marché. La CIA fut la première agence américaine à se déployer en Afghanistan cette année-là. Une équipe paramilitaire Joe Breaker est arrivée en Afghanistan le 26 septembre 2001. La première, une poignée d'équipes qui ont été envoyées en Afghanistan y ont été envoyées spécifiquement pour assurer la liaison avec l'Alliance du Nord, pour chasser les talibans du pouvoir et pour capturer ou tuer tous les combattants d'Al-Qaïda qu'ils pourraient rencontrer. Cela s'est ensuite étendu au Pakistan à la fin de l'année 2001. Le contexte est important. Après la fin de la guerre froide, on ne savait pas très bien ce que la CIA allait faire. Elle avait passé 40 ans à combattre les soviétiques. Et après, au milieu des années 90, le président Bill Clinton, qui n'était pas vraiment un grand fan de la CIA, a réduit son budget. Et c'était la première fois que le budget de la CIA était réduit depuis l'administration Carter à la fin des années 1970. Le lendemain du 11 septembre, la CIA a reçu une rallonge budgétaire de 10 chiffres. Le montant est toujours classifié, mais je suis allé voir le chef du centre de contre-terrorisme, Cofer Black à l'époque. C'était environ 5-6 jours après le 11 septembre. Et j'ai dit, Cofer, j'ai une idée d'opération à te soumettre. Et il a levé les mains et a dit, quoi que ce soit, allez-y, faites-le. J'ai tellement d'argent, je ne saurais même pas comment le dépenser. Alors on s'est mis à voyager en classe affaires partout. Des histoires célèbres d'agents de la CIA, jetant des sacs d'argent par la porte des hélicoptères, ont donné naissance à une blague. On ne peut pas acheter un chef de guerre afghan, mais on peut en louer un. C'est ce que nous faisions. La CIA a fourni des millions de dollars en paiement direct en espèces aux groupes anti-talibans, ainsi que des armes et un soutien en communication. En novembre 2001, c'est la division des activités spéciales de la CIA et non l'armée américaine qui avait pris Kaboul et la forteresse de Mazar et Sharif. La CIA a ciblé Ben Laden dès décembre 2001. Mais comme ce fut si souvent le cas sous la direction de George Tenet, la CIA n'a pas réussi à capturer Ben Laden. Tenet est devenu directeur de la CIA en 1997 quand Ben Laden publiait sa première fatwa contre les États-Unis. Un dirigeant intègre aurait démissionné, couvert de honte, après avoir ignoré des avertissements clairs d'attaque majeure. Mais Tenet n'avait aucune honte. Les ressources et les pouvoirs supplémentaires accordés à la CIA n'ont pas conduit à de meilleurs résultats. Le 20 mars 2003, les États-Unis ont envahi l'Irak. Ils l'ont fait sur la base de faux renseignements provenant, eh oui, de la CIA, dirigés par George Tenet. Les États-Unis savent que l'Irak possède des armes de destruction massive. Ce n'étaient que des mensonges. Mais à Washington, l'échec est considéré comme un succès et il est récompensé. En 2015, le budget public de la CIA avait atteint 15 milliards de dollars, soit 500% de plus qu'au milieu des années 1990, lorsqu'elle luttait pour sa pertinence après la guerre froide. Et d'ailleurs, il ne s'agit que du budget public. Une grande partie du financement de la CIA reste classifiée. Le FBI a aussi été récompensé pour son incapacité à protéger l'Amérique. En 2023, son budget s'élevait à près de 11 milliards de dollars, une augmentation par rapport aux 3,3 milliards l'année du 11 septembre. Mais rien n'a rendu l'Amérique plus sûre. Avant le 11 septembre, la Silicon Valley avait la plus forte concentration de millionnaires de toute l'Amérique. Mais après le 11 septembre, c'est Washington, D.C. qui a la plus forte concentration de millionnaires de toute l'Amérique. Et c'est parce que le Congrès a injecté des milliards et des milliards de dollars dans le contre-terrorisme et le renseignement, y compris dans des milliers de sous-traitants fédéraux surnommés les bandits du Beltway, que tout le monde s'est enrichi.
Après les attentats, le FBI a réaffecté ses agents à ses priorités absolues, contre-terrorisme, contre-espionnage et cybercriminalité. La lutte contre la criminalité traditionnelle est passée au second plan. Le programme de lutte contre la drogue du FBI a subi de loin la plus forte réduction d'effectifs d'agents du FBI. Environ 550 postes, soit plus de 80% des agents de terrain sans fonction de supervision qui ont été réaffectés. Cracked or broken windshield? Same Day Windshields works directly with your insurance company to replace your windshield at no cost to you. That means with insurance approval, your windshield's replaced within 24 hours. That's our guarantee to you. Stop waiting and call Same Day Windshields. Manière permanente. Sans surprise, la baisse de la lutte antidrogue a coïncidé avec l'épidémie la plus meurtrière de l'histoire américaine. Plus d'1 million d'Américains sont morts. Non seulement je ne suis pas un théoricien du complot, mais je suis même l'antithèse absolue, le parfait contre-exemple de ce que l'on pourrait appeler un théoricien du complot. Mais je suis aussi un réaliste et j'ai passé la première moitié de ma carrière à la CIA en tant qu'analyste. Et pour porter un jugement analytique, il faut examiner les preuves. Eh bien, les preuves entourant le 11 septembre indiquent qu'il y a une histoire bien plus vaste que celle qu'on a voulu nous faire croire. Beaucoup de personnes impliquées devraient être en prison aujourd'hui. Mais bien sûr, elles ne le sont pas. Voilà la vraie histoire du 11 septembre. C'est l'histoire de gagnants et de perdants. Le jour des attentats, les perdants ont été les 2977 civils qui ont été assassinés. Ce furent les enfants qui ont appris que leurs parents ne rentreraient pas, les New-Yorkais qui ont vu la fumée s'élever de leur ville. Ce furent les pompiers et les policiers qui se sont précipités dans les tours pour sauver ceux qui étaient piégés à l'intérieur et qui sont morts suite à l'attentat. Les perdants ont été les près de 7000 militaires américains tués en Irak et en Afghanistan et les 52 000 qui ont été blessés au combat. Les perdants, c'est le peuple américain. Nous tous, qui avons vécu dans un pays transformé à jamais, dépouillé de ses droits constitutionnels fondamentaux, appauvri de 7 000 milliards de dollars, sans rien en retour. À l'étranger, les perdants furent encore plus nombreux. Près de 5 millions de morts dans les guerres post-11 septembre, majoritairement civiles. Des pays entiers ont été détruits, le monde déstabilisé. Et puis, il y a eu les gagnants. Au lendemain des attentats, le président George W. Bush a bénéficié des cotes de popularité les plus élevés de l'histoire de la politique moderne. Il a profité de cette popularité pour lancer une décennie de guerre de changement de régime. En 2002, il a déjoué les pronostics lors des élections de mi-mandat et a élargi la majorité de son parti au Congrès. En 2004, il est devenu le premier candidat républicain à la présidence depuis des décennies à être réélu avec une majorité du vote populaire. Quand Bush est arrivé au pouvoir en 2000, sa fortune était d'environ 20 millions de dollars. Aujourd'hui, certaines estimations la chiffrent à plus de 50 millions de dollars. Bush vit aujourd'hui au Texas. Il passe le plus clair de son temps à peindre et à faire du vélo. La conseillère à la sécurité nationale Condoleezza Rice, qui a passé la majeure partie de 2001 à ignorer les avertissements très clairs d'un attentat terroriste imminent, a eu une promotion. En 2005, elle est devenue secrétaire d'État. Elle a reçu le soutien écrasant du Sénat des États-Unis. Depuis, Rice s'est enrichie en siégeant à de nombreux conseils d'administration et dirige l'institution Hoover à l'université de Stanford, où elle est professeure. Pendant ce temps, le directeur discrédité de la CIA, George Tenet, a quitté la CIA en 2004, environ un an après avoir provoqué l'invasion de l'Irak. Il a obtenu une sinécure en tant que professeur à l'université de Georgetown. Sans surprise, il a écrit plusieurs livres. Et comme beaucoup à la CIA, il a rejoint le conseil d'administration de plusieurs entreprises de défense. Tenet a également passé plus de 10 ans dans une banque d'investissement. Après avoir quitté la CIA, il a reçu la médaille présidentielle de la liberté des mains de George W. Bush. C'est la plus haute distinction civile du pays. John Brennan, le chef de poste en Arabie Saoudite qui a aidé les pirates de l'air à obtenir leur passeport, a empêché Alex Station d'obtenir des informations biographiques de base sur Oussama Ben Laden et a personnellement œuvré pour que John Kiriakou finisse en prison pour avoir dit la vérité sur les agissements de la CIA, a fini par diriger la CIA lui-même. Il a été nommé directeur par Barack Obama alors qu'il dirigeait la CIA. Brennan a été surpris en train de pirater les ordinateurs de la commission du Sénat sur le renseignement. Brennan a menti à ce sujet et n'a jamais subi les conséquences de ce mensonge. Après avoir quitté la CIA, il a joué un rôle central dans le canular du Russiagate qui a dominé le premier mandat de Donald Trump. Il a obtenu une sinécure à l'université du Texas et est devenu consultant pour MSNBC. Cofer Black, qui dirigeait le centre de contre-terrorisme, a quitté le public pour une carrière
réussie dans l'industrie de la défense. En 2017, et c'était inévitable, il a rejoint Hunter Biden au conseil d'administration de Burisma, la compagnie gazière ukrainienne. Paul Wolfowitz, le responsable du Pentagone qui a commencé à appeler à une invasion de l'Irak quelques heures seulement après les attentats du 11 septembre, a fini par obtenir la guerre qu'il voulait. Il a aussi eu une promotion. En 2005, Paul Wolfowitz est devenu président de la Banque mondiale. Il a démissionné 2 ans plus tard suite à un scandale de corruption. En 2016, Paul Wolfowitz a soutenu Hillary Clinton. Enfin, il y a Philippe Zelikow, l'homme derrière le rapport malhonnête de la Commission. Après son mandat de directeur exécutif, Zelikow a obtenu ce qu'il a toujours voulu, plus de pouvoir. Son ami Condoleezza Rice l'a récompensé pour son travail. Zelikow est devenu conseiller du département d'État, agissant comme adjoint de Rice. Il a siégé à d'innombrables conseils d'administration. Il a aussi conseillé l'administration Obama. Et la fondation Gates. Professeur à l'Université de Virginie, il y fut doyen de l'école doctorale. Son travail à la commission a habilement évité toute responsabilité pour les attentats. C'était, du début à la fin, un mensonge. Finalement, Zelikow a imputé les échecs du gouvernement à un manque d'imagination. Sans surprise, l'imagination n'a jamais été inculpée pour cela. Cela fait plus de 20 ans maintenant. Nous ne connaissons toujours pas la simple vérité sur le 11 septembre. Mais nous savons qu'une nouvelle commission pourrait la découvrir. Une commission honnête, une commission non partisane, une commission dédiée à la protection des États-Unis pourrait la découvrir. Elle pourrait répondre aux questions qui sont en suspens depuis ce jour. Quel rôle John Brennan a-t-il joué dans la facilitation des attentats? Pourquoi semblait-il travailler pour les pirates de l'air? Quel responsable de la CIA a pris la décision de tenter de recruter ces pirates de l'air? Pourquoi l'administration Bush a-t-elle ignoré des dizaines de signaux d'alerte clairs? Pourquoi l'administration Clinton a-t-elle refusé à plusieurs reprises de tuer ou de capturer Oussama Ben Laden? Qui a pris la décision d'expédier les décombres du 11 septembre hors de Manhattan et hors du pays avant qu'une enquête ne puisse être menée? Pourquoi la tour 7 s'est-elle effondrée alors qu'elle n'a été heurtée par aucun avion? Que contiennent les dossiers de la NSA que la commission n'a jamais vérifiés? Quels investisseurs ont profité des attentats? Le gouvernement connaît le nom de l'investisseur qui en a profité, sachant qu'ils allaient se produire. Pourquoi ne nous l'ont-ils pas dit? Et au final, qui a le plus profité du 11 septembre? Quels pays étrangers ont profité du 11 septembre? Que s'avèrent les services de renseignement étrangers des attentats avant? Une commission pourrait trouver ces réponses. Elle aurait un large pouvoir d'assignation, des fonds et du personnel suffisant pour les obtenir. Après plus de 20 ans, le peuple américain a le droit absolu d'obtenir ces réponses. Il devrait être scandalisé par les mensonges et exiger de savoir ce qui s'est réellement passé le 11 septembre.